En 2011, une étudiante en droit ne donne plus aucune nouvelle à ses proches. S'est-elle isolée totalement pour ses révisions ou est-ce que quelque chose de dramatique est arrivé? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Lauren Jeggings est une étudiante en droit de 27 ans qui fait des études à l'université Mercer qui se situe à Macon, en Géorgie. Elle fait la fierté de ses proches, d'autant plus qu'elle est la première personne de cette famille à continuer ses études jusqu'à l'université. Lauren est une étudiante sérieuse qui se donne les moyens de réussir. Elle ne lésine pas sur les heures passées à étudier ses livres de droit. Après avoir réussi ses 7 années d'études, Lauren obtient enfin son diplôme en 2011. Elle est proche de son objectif, celui de travailler au sein de la justice criminelle. Il ne lui reste plus qu'une seule étape, et pas la plus facile, elle doit passer l'examen du barreau. Cette année 2011 est une année riche en événements et en accomplissements pour Lauren. Elle a obtenu son diplôme, elle se prépare pour son dernier examen, mais il n'y a pas que des événements universitaires dans sa vie. Sa sœur Caitlin doit se marier pendant l'été et bien sûr, Lauren veut être présente. Mais elle sait qu'après ça, elle va devoir redoubler d'encore plus d'efforts pour ses révisions. Elle décide de s'octroyer une pause en juin et elle rentre dans l'état du Maryland pour être auprès de sa famille et pour être présente pour cette journée si importante pour sa sœur. Le mariage passe et Lauren décide de rentrer en Géorgie dans son appartement pour réviser. Celui-ci est situé juste en face de l'université et comme ça, elle a accès facilement à la bibliothèque universitaire si nécessaire. Lorsqu'elle part du Maryland, elle annonce à sa famille et à ses amis qu'elle ne sera pas disponible durant cette période. Elle doit vraiment se concentrer sur l'examen et elle ne pourra pas donner beaucoup de nouvelles. Ses proches comprennent la situation et ils ne s'étonnent donc pas de ne pas avoir de nouvelles de la jeune femme les jours qui suivent. Le 29 juillet, Ashley Morehouse, une amie de Lauren, tente de la joindre et de la voir sans succès. Elle sait qu'elle doit réviser, mais depuis le 27 juin, elle n'a eu aucune nouvelle de son amie et elle commence à s'inquiéter. Sans réponse de la part de Lauren, Ashley décide d'appeler sa sœur Caitlin, afin de savoir si elle a eu des nouvelles d'elle. Sa sœur n'a pas eu de nouvelles et elle se rend compte qu'elle a envoyé plusieurs messages mais sans jamais obtenir une quelconque réponse. Elle est toujours dans l'idée que Lauren est concentrée sur ses études et que c'est la raison de son absence. Mais après cette conversation, elle a un mauvais pressentiment. Elle tente de la joindre, mais elle tombe directement sur son répondeur. Caitlin appelle plusieurs amis de Lauren, l'un d'entre eux lui a peut-être parlé, et tous répondent par la négative. Aucun proche n'a eu de nouvelles de Lauren. Elle appelle la police de Macon pour en apprendre plus, mais ils n'ont pas reçu d'informations la concernant. Elle n'apprend pas plus d'éléments en les appelant. La panique prend place pendant cette soirée à chercher des informations sur sa sœur, et elle prend la décision de réveiller son père et de lui annoncer la disparition de Lauren. Bill Jeggings se réveille en apprenant cette nouvelle et il comprend que la situation est inquiétante. Il décide de prendre sa voiture et de parcourir les kilomètres le séparant de Macon. Le 30 juillet, Ashley, qui a une clé de l'appartement de Lauren, décide de pénétrer dans le logement avec d'autres amis. Lorsqu'ils entrent à l'intérieur, tout semble normal. Il n'y a pas de désordre, les choses sont à leur place. Il y a des livres de droit ouverts sur le bureau de Lauren, son sac à main et sa voiture garée à l'extérieur. Mais la jeune femme, elle, est introuvable. Vu la situation préoccupante, la décision est prise de contacter les autorités pour qu'ils les aident à retrouver Lauren. Plusieurs étudiants participent à sa recherche en attendant les policiers. Cela fait maintenant 4 jours que personne n'a eu de nouvelles de l'étudiante en droit et il faut tout faire pour la retrouver. Les policiers et les médias arrivent sur place et les agents se dirigent dans l'appartement de Lauren. Ils passent l'appartement en revue et surtout, ils passent du luminol dans celui-ci afin de détecter d'éventuelles traces de sang. Le luminol ne révèle rien jusqu'à qu'il répète le processus dans la salle de bain. Une importante quantité de sang est révélée, si importante que les policiers pensent qu'il faut à présent retrouver un corps. Les policiers
fouillent les environs du bâtiment à la recherche d'indices et ils font une découverte qui plonge tout le monde dans l'horreur. En ouvrant une des poubelles présentes, ils découvrent la présence d'un torse féminin. L'ADN confirmera qu'il s'agit bien du corps de Lorraine. Cette même journée, les médias et la police interrogent les proches qui sont présents afin de comprendre la situation. La découverte du corps n'a pas encore été dévoilée. Une personne accepte de leur parler et il s'agit de Stephen McDaniel. C'est un autre étudiant qui connaît bien Lorraine puisqu'il habite dans le même immeuble. Il fait part aux journalistes de son inquiétude quant à la disparition de la jeune femme. Stephen est toujours en train de parler face caméra lorsqu'il apprend qu'un corps a été retrouvé. La nouvelle le touche de plein fouet et tout est filmé. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. What kind of person was she? I mean, what did you see her? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. About in the parking lot area, I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. En voyant les images de l'entretien de Stephen, les inspecteurs le trouvent immédiatement suspect. Il agit de façon extrêmement étrange et ils décident d'enquêter donc sur lui. Plusieurs témoins leur rapportent que c'est un garçon assez bizarre, fasciné par les zombies et qui a déjà demandé à certains amis s'ils savaient comment commettre le meurtre parfait. C'est déjà plusieurs points d'alerte pour les policiers, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ils apprennent que Stephen a en sa possession une clé, lui permettant d'avoir accès à tous les appartements du bâtiment. Les policiers entament une perquisition de son domicile et de l'immeuble. Ils font une première découverte dans la buanderie, ils découvrent une scie et un drap maculé du sang de Lorraine. Dans la chambre de Stephen, ils retrouvent l'emballage plastique de cette scie, des sous-vêtements et une clé USB appartenant à la jeune femme et qui contient des centaines de photos personnelles prises par elle. Grâce à son historique internet, ils s'aperçoivent que Stephen a passé beaucoup de temps à chercher des informations sur Lorraine à travers les réseaux sociaux. Il est complètement obsédé par elle. Les policiers tombent également sur une caméra appartenant au jeune homme et elle contient plusieurs vidéos. Sur ces vidéos, on voit la chambre de Lorraine qui est filmée à travers la fenêtre, mais pas seulement. Grâce à son passe-partout, Stephen s'est déjà introduit dans la chambre de la jeune femme pendant son absence et il l'a filmé. En apprenant ces découvertes, les proches de Lorraine se rappellent de ce que leur avait confié la jeune femme. Elle avait des doutes et des craintes. Cela avait commencé 1 an auparavant, lorsqu'elle avait dit à sa sœur qu'elle avait le sentiment que quelqu'un était entré dans son appartement et avait déplacé des choses. Elle avait également reçu l'appel d'une amie qui avait constaté qu'un homme était présent en bas de la résidence avec une caméra sur une perche pointée en direction de sa chambre. Et dans un de ses derniers emails, elle explique se sentir mal à l'aise dans son appartement. Elle avait le sentiment que quelqu'un avait essayé de forcer sa porte et elle commençait à avoir peur de rester chez elle. La même journée, Stephen est en état d'arrestation et il est emmené au poste de police pour être interrogé. Malgré le nombre de preuves jouant contre lui, il ne cède pas et il continue de répéter qu'il est innocent et qu'il n'a rien fait à Lorraine. Après plusieurs semaines, Stephen est poursuivi pour le meurtre de la jeune femme. Comprenant que l'accusation a un dossier plus que solide contre lui, il décide de changer son plaidoyer et d'ainsi plaider coupable. Ce n'est pas que pour cette raison qu'il change sa position. C'est aussi parce qu'il a passé un marché avec la justice.
Stephen était accusé de meurtre, mais également de cambriolage et de possession d'images pédopornographiques. En effet, plusieurs images avaient été découvertes par les policiers lorsqu'ils ont fouillé le contenu de son ordinateur. Le marché est que les charges concernant les photos et les cambriolages soient abandonnées s'il plaide coupable pour le meurtre, mais aussi seulement si Stephen explique la vérité sur le déroulement des faits. Voici ce qu'il confie concernant les événements. Le 26 juin 2011, vers 4h30 du matin, il se munit de son passe-partout et il s'introduit dans la chambre de Lauren pendant son sommeil. Il est vêtu tout de noir, avec un masque cachant son visage et il a des gants. Il reste dans l'appartement sans bouger, à observer Lauren dormir pendant de longues minutes. Il se déplace dans la chambre et l'un de ses mouvements fait craquer le sol et provoque un bruit dans la chambre. Réveillée par le craquement, Lauren ouvre les yeux et elle découvre cet homme vêtu tout de noir qui l'observe. Elle est en panique et elle lui hurle de sortir de sa chambre. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il fait. Il saute sur son lit et il commence à l'étrangler. Lauren tente de se défendre par tous les moyens. Elle parvient à lui arracher son masque et elle s'aperçoit qu'il s'agit de cette personne qu'elle connaît, ce voisin un peu bizarre mais qui semblait inoffensif. Et elle tente de le faire céder par tous les moyens. Elle utilise son nom en lui demandant d'arrêter. Stephen n'écoute plus rien et il continue jusqu'à qu'elle ne montre plus de signes de vie. D'après son récit, il se saisit de son corps et l'amène dans la salle de bain, puis il repart dans son appartement. Il y passe toute la journée, passant la plupart de son temps sur son ordinateur. À la tombée de la nuit, Stephen retourne dans l'appartement de Lauren, muni d'une scie, et il démembre le corps de la jeune femme. Il place des parties dans différents sacs poubelles et se débarrasse de certains dans les toilettes. Puis il sort de l'appartement avec les sacs sans que personne ne le remarque. Et il va placer différents sacs dans différentes poubelles des alentours. Malheureusement, les policiers n'ont pas pu les retrouver car trop de temps était passé avant cette confession. Il aurait pu en être de même avec le torse retrouvé car les éboueurs auraient dû passer quelques minutes avant la découverte. Mais ils étaient en retard ce jour-là. En 2014, le procès arrive enfin et la famille de Lauren est présente. Pourtant, tout a failli s'écrouler. Le marché était aussi que si Stephen déclarait toute la vérité concernant les faits, la famille de Lauren ne le poursuivrait pas au civil par la suite. Sauf que sa famille a beaucoup de doutes concernant sa version. Ils ne sont pas convaincus qu'il ait tout dit. Il a eu du temps pour préparer une version qui corresponde aux éléments retrouvés. Et à cause de ce doute, les proches de Lauren envisagent de le poursuivre au civil par la suite. Quelques minutes avant le procès, Stephen annonce que s'ils envisagent de le faire, il revient sur sa déclaration et il ne plaide plus coupable. Face à cette situation, la famille de Lauren abandonne l'idée et accepte de ne pas le poursuivre par la suite. Tous les éléments sont présentés durant le procès, donc l'obsession de Stephen, qui admet même avoir demandé à Lauren de sortir avec lui à 2 reprises, l'horreur des faits avoués par cet homme et également son profond non-respect pour la vie humaine. Stephen parle pendant le procès et il dit « Il m'est difficile d'expliquer pourquoi j'ai tué Lauren et tenté de cacher mon acte comme je l'ai fait. Je sais que c'était mal. Je ne suis pas délirant ou sans toute morale ou décence. Quelque chose dans ma composition, ma psychologie, ma neuropathie, ma propre pathologie particulière, peut-être, doit l'expliquer. » À l'issue du procès, il est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Lauren Jennings. La famille n'a pas souhaité demander la peine de mort parce que ça allait contre les principes de Lauren. Il pourra demander la libération conditionnelle en 2041. Certes, il peut faire la demande, mais ça ne garantit pas qu'elle sera acceptée vu la gravité des faits. Concernant les doutes de la famille par rapport à la version des faits, c'est compréhensible. Il s'agit seulement de ce que Stephen a voulu raconter. Il est très dur de prouver ou de contester sa version des faits sans la totalité du corps pour effectuer des analyses. Il a toujours nié avoir agressé sexuellement la jeune femme, ce qui peut laisser le doute au vu de son obsession pour elle et du contenu pornographique violent et en grand nombre présent sur son ordinateur. Beaucoup de zones d'ombre restent autour des circonstances et des raisons, mais au moins le coupable est derrière les barreaux. J'ai pu lire que Stephen avait fait une demande de révision de son procès en 2018,
en invoquant le fait que les investigations n'avaient pas respecté ses droits constitutionnels. Le juge a refusé sa demande et sa sentence est maintenue. La famille de Lorraine a énormément souffert et encore plus en apprenant la monstruosité de l'acte de Stephen. Avec le temps, elle essaye de se reconstruire en pensant aux beaux moments partagés avec elle. Chacun veut faire en sorte que Lorraine reste présente dans les mémoires. Ses proches continuent de célébrer ses anniversaires, ils continuent de parler d'elle à leurs enfants et de raconter quelle jeune femme exceptionnelle elle était. Sa sœur a même nommé une de ses filles Lorraine, en hommage à cette jeune femme qui a partagé leur vie. Lorraine voulait seulement être gentille avec son voisin, cet homme un peu solitaire mais qui ne semblait pas méchant. Elle ne se doutait pas qu'elle était devenue une obsession quotidienne à ses yeux et qu'une part d'ombre se cachait en lui. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.